C'est anecdotique, les oui, les non. Pour vous Non, je pense que moi, c'est plutôt oui, c'est anecdotique, parce que c'est une équipe qui se construit depuis plusieurs saisons sur un certain registre. Ils le maintiennent et ils sont plus matures aujourd'hui, donc ils sont capables de digérer plus facilement une défaite à domicile. Ok. Je peux demander l'audience, cher président? Non, c'est bon. Ah ouais, parce qu'il va être en difficulté. Non, mais parce qu'il y a 15 jours, c'était quoi vos débats? Lens a-t-il une tête de champion, non? Non, après le match contre le PSG, vous faisiez Lens a-t-il une tête de champion? Alors c'était le 1er janvier, c'était un dimanche. Ouais, vous étiez pas là. Nous sommes le 1er février. Ouais. On a dû faire ça il y a un mois. Voilà, donc, il y a un mois, donc Lens a-t-il une tête de champion? Et là maintenant... Donc, moi, je ne suis pas en train de vous dire que la saison de Lens va être catastrophique, qu'ils vont finir 12e. Sébastien, c'est et que c'était un miracle. Non, mais justement. Mais donc est-ce anecdotique? C'est par rapport à la formidable aventure lensoise et le fait que cette équipe pouvait peut-être se qualifier pour la Ligue des Champions. Bien sûr. Mais elle peut toujours, non? Elle peut. Tu sais quoi, t'as pas l'air satisfait de toi, tu veux qu'on le refasse? Non, parce que, ils ont perdu. Ça serait trop humiliant pour toi. Ils ont juste perdu 2 matchs sur 26, hein, les mecs. Hein. Ouais. Donc si ça, c'est pas... Non, mais on est d'accord, mais tu sais, moi j'ai commenté... Reste là-dessus, si t'es d'accord, reste là-dessus, c'est ce que tu vas dire de mieux. Le Lens PSG et le Rennes PSG. On a un peu mis ces deux matchs sur le même niveau. Ah non, je peux te dire que... Paris avait plutôt fait un bon match à Lens. Lens a fait un match exceptionnel. C'est un arnaque. Sarago à 51-49. Ah, mais c'est une arnaque, ce duel. 50,1, ce serait encore mieux. Oui, mais là, c'est 51-49. On arrondit en général. Hein. 50,2. Mais on arrondit à 51-49 parce que pour la virgule, c'est un peu plus long à faire. Et puis, donc, voilà, les gens sont fatigués en régie. Lyon-Brest, 0-0 ce soir. Lyon, une nouvelle fois décevant à domicile. On va prendre la direction du Parc OL. Il a vu le match. C'était notre envoyé spécial, c'est Giovanni Castaldi. Bonsoir, merci tout d'abord d'avoir veillé aussi tard. Ça, il a l'habitude quand même. Les tribunes ont-elles grondé Est-ce qu'il y a eu un petit truc comme ça? Racontez-nous l'après-match, mon cher Giovanni. Alors Mémé, l'ambiance était relativement calme ce soir. Bon, faut dire que c'était pas un grand match de foot, hein, on va pas se mentir. Les 45 premières périodes de l'OL étaient intéressantes. Il y a eu 27 tirs, mais c'était stérile. C'était vraiment pas un grand match. Brest était venu avec le bus sur l'ambiance. À la 8e minute de jeu, il y a eu des chants de la part du virage nord pour Juninho. Le chant de Juninho, on rappelle qu'il y a évidemment un conflit entre Jean-Michel Aulas et son ancien directeur sportif. Après, pendant la rencontre, il y a eu énormément d'encouragement. Ryan Cherki a été très applaudi à sa sortie par exemple, et puis en fin de rencontre, quelques mouillés le maillot sont partis des tribunes, un chant pour appeler à la démission de Chéroux. On sent bien que Ponceau et Chéroux sont quand même les deux personnes les plus visées, mais c'était relativement calme. J'ai posé la question à Laurent Blanc sur le contexte à l'Olympique Lyonnais. Je vous propose d'écouter sa réponse. Il faut faire... alors je vais vous sortir une réponse bateau, mais il faut faire abstraction de ça, quoi. J'ai dit aux joueurs, n'ayez pas peur d'aller sur le terrain, n'ayez pas peur de rentrer sur votre terrain. C'est le vôtre terrain. Le Groupama Stadium, c'est le vôtre. Il n'y a personne qui peut jouer à votre place. Personne. Ni vous, ni les spectateurs, il n'y a que les joueurs qui peuvent jouer. Donc il ne faut pas avoir peur. Le contexte est difficile pour diverses raisons. On peut le comprendre, on peut l'accepter. Mais après, une fois que vous êtes sur le terrain, il n'y a personne qui viendra prendre votre place. Hein. Voilà, c'était Giovanni et Laurent Blanc, donc en très léger différé, évidemment, comme vous avez pu le comprendre. Vous voulez dire un petit truc sur Lyon? Parce que là, vous alliez passer? Comment? Vous alliez passer, là? J'allais passer, mais si vous voulez parler de quelque chose... J'ai senti que vous alliez passer. Oui, j'allais passer. Je trouve que ça dit tout de ce qui est en train de devenir l'Olympique Lyonnais. Bah ouais. C'est-à-dire ça décolle plus. Lyon va mal. Ouais, on passe maintenant. Mais Lyon va très mal. Le club implose. Il y a des conflits permanents en interne. Il ne gagne pas beaucoup de matchs. Le jeu n'est pas satisfaisant. Et on s'en fout. Mais c'est un mastodonte du football français dont on parle. C'est un club qui est à son stade, qui a été un modèle, tout simplement. Et là, vous passez un soir de crise à domicile, match nul contre qui déjà? Brest. Ah oui. Brest. Et je vous critique pas. Oui, quand même. Si tu critiquais, ce serait comment alors? Non, je trouve ça extrêmement révélateur parce que
je sentais que vous alliez faire ça, que c'était voilà, normal, en fait. Et c'est pas souvent d'accord avec Sébastien, mais c'est vrai. Oui, bah oui. Non, mais c'est très vrai ce que tu dis. Et puis la réponse de Laurent Blanc, moi, je trouve qu'elle est terrible. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, vous en foutez finalement, vous occupez plus des supporters, vous occupez plus de ce que dit la presse, machin. En gros, nous on va faire notre job, on verra bien ce qui se passe. On sent qu'en fait maintenant il y a des clans, il y a des chasses gardées. Le but du jeu, c'est pas d'aller reconquérir le public, c'est laissez-les. Laissez-les, ils disent ce qu'ils veulent, on s'en fout. Nous on fait notre truc. S'ils veulent plus venir, ils viennent pas. Limite on joue. Non mais limite on joue contre eux en fait. On est à cette limite là, ouais, tout à fait. Mais il y a quoi de neuf? Il n'y a rien de neuf là, sous le soleil. Mais tu t'enfonces quand même, il a raison. Il n'y a rien de neuf, mais il y a un club historique du football français qui, il n'y a pas si longtemps, encore une fois, était toujours un exemple. 2020, même si la Coupe d'Europe s'éloigne chaque année, qui est en train de devenir un club lambda. Et il y aura en plus de cela des conséquences économiques importantes si jamais ça perdure. Ce n'est pas un club qui peut se permettre... C'est un club qui nous habitue à ce schéma-là quand même depuis maintenant plusieurs saisons. Donc combien de temps il va pouvoir C'est aussi peut-être pour ça qu'aujourd'hui on ne démarre pas avec le match nul de Lyon à domicile qui révèle la crise au sein du club, etc. Parce que finalement c'est un peu tout le temps comme ça. On s'est habitué. Et il est aussi question de Jean-Michel Aulas. On a vu récemment des personnages importants du football français, brillants, qui ont duré trop longtemps, qui sont restés trop longtemps. Et on va forcément se poser la question aussi avec lui. Il a un contrat de 3 ans, je crois, avec John Textor. C'est pas un contrat. Si, il doit rester 3 ans. Oui, mais est-ce que c'est contractualisé? Si, c'est contractualisé. S'il est viré avant, il va toucher des sous. Et au niveau des sous, tout ira bien pour Jean-Michel Aulas. Mais on doit vraiment s'interroger. Je trouve que c'est un moment important, moi, ce qui se passe cette saison pour le football français. On en parlait un peu plus et on était beaucoup plus critique quand c'était Peter Bosz, l'entraîneur. Ouais, si. Ouais. Si, on s'arrêtait un petit peu dessus. Juste qu'on s'est habitué. On tapait un peu sur l'entraîneur. Là, on en parle un peu moins. Non, mais c'est vrai que Rudy Garcia n'a pas été non plus été épargné. Non, mais c'est vrai que le licenciement. C'est vrai ce que dit Joanne. Depuis que Peter Bosz est parti, on a l'impression que. C'est vrai que le licenciement de Bosz était un enjeu. C'était un enjeu, on tournait autour de ça, il faut le dire. C'est aussi parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, quel que soit l'entraîneur de Lyon, on a le sentiment qu'en fait ce sera comme ça. C'est peut-être pour ça que Laurent Blanc est arrivé en fait. Non, parce que Laurent Blanc est arrivé. Non, parce qu'il y a une succession. Quand il y avait Peter Bosz, c'était lui en fait le responsable. Tu sais, à un moment donné. Ça a été aussi Juninho à un moment, voilà, se le met en pâture. À un moment donné, on reprochait même aux journalistes, à tous les suiveurs en fait de Lyon, même le public, etc., d'être trop sympa avec Peter Bosz parce que c'était un mec sympa, qui avait une bonne tête, qui avait un bon discours, et il n'avait pas de résultats et on lui en voulait pas tant que ça. Il a fini par se faire bien. Il a fait 2-3 trucs aussi avant d'arriver à Lyon. Oui, mais à Lyon. Laurent Blanc aussi, il a fait 2-3 trucs avant d'arriver à Lyon. Non, mais là, franchement, Laurent Blanc, pour le coup, c'est pas une critique envers lui. Les résultats sont pas bons, ils sont même inférieurs à ceux de Peter Bosz, je crois, au niveau statistique. Mais il vient d'arriver, donc il bénéficie encore d'un tout petit peu de temps. Et puis effectivement, je pense qu'il y a ça tourne, et puis ça va pas, donc on se dit que c'est pas l'entraîneur. Laurent Blanc est quand même sur la moyenne de points de Silvigno. Mais oui. Il faut quand même dire les choses. Je crois qu'il était même en dessous de Silvigno. C'est-à-dire qu'il y a une mentalité particulière dans ce club. On a beaucoup parlé de Lyon. Beaucoup trop parlé de Lyon. Je vous ai bien flingué votre Non, mais c'est pas grave, c'est une émission vivante qui se fait au moment où on le fait. On est dans un accouchement perpétuel dans l'équipe du soir et c'est pour ça que ça plaît aux téléspectateurs. J'étais fragile sur Angers-Ajaccio, c'est pour ça. Ne vous inquiétez pas. Reims. Lorient, Champagne pour Reims, 4-2 contre Lorient avec cette remontada. Oui, c'est vrai que c'est un peu éculé. Un scénario magnifique pour les Rémois. Ils étaient menés 2-0 à domicile par les Lorientais, mais ils ont inscrit 4 buts. 4 buts entre la 44e et la 64e minute, avec notamment une saison. Il est le meilleur buteur de Ligue 1 à l'heure actuelle, devant Kylian Mbappé notamment. Et c'est surtout la folle série des Rémois qui continue, et notamment celle de leur entraîneur, Will Steele. Il en est à 13 matchs sur le banc rémois, 7 victoires, 6 nuls, toutes compétitions confondues. Il y a deux manières d'aborder ce match, soit de manière, on va dire, individuelle, c'est Folarin, Balogun, donc triplé, 14 buts en Ligue 1, il est le meilleur buteur. Vous retenez ça ce soir ou vous retenez la série qui se poursuit de Will Steele. Donc il en est à 13 matchs sans défaite, il a remplacé Oscar Garcia, ça fait 7 victoires et 6 matchs nuls. Balogun, pour l'avoir vu, c'est un phénomène quand même. Ouais. Oui. C'est dès qu'il prend le ballon entre la défense dès qu'il prend le ballon entre le milieu et la défense, tu te dis ça va faire ficelle ou je sais pas comment il se débrouille, mais j'avais vu jouer notamment à Lorient où pourtant il n'avait pas marqué. Dimanche déjà. Mais c'est pas un joueur comme un autre. En plus, on a l'impression son entraîneur avait expliqué que c'était un joueur qui avait pas mal il pouvait jouer en profondeur, il pouvait jouer de haut but, il pouvait se mettre dans le trafic. C'est vraiment un drôle de joueur quand même.
Balogun qui a été buteur dimanche. Non, mais l'entraîneur symbolise quand même. Bah oui, c'est. Alors, parfois, parce qu'il y a aussi des caméras qui ont été autorisées, qui ont. Ces discours ont marqué certains esprits. Moi, je ne pense pas que ce soit là-dessus qu'il faille s'attarder trop, parce qu'on sait très bien que les discours on va tout poser sur la table, ça ne tient pas longtemps. Mais le fait est que pour l'instant, autant le Stade de Reims avait été très inélégant avec Oscar Garcia, qui traversait des moments très difficiles sur le plan personnel au moment de son licenciement, autant on est obligé de constater que c'était la bonne décision pour l'équipe. Juste un mot ce soir sur Angers. Angers qui a perdu contre Ajaccio. 2-1. Angers est-il entré ce soir dans l'histoire de la Ligue 1, puisque jamais au cours de sa prestigieuse histoire, cette prestigieuse Ligue 1, une équipe de première division n'avait enregistré 13 défaites consécutives d'affilée. Il faut remonter donc à un record qui était partagé par 2 clubs. Dijon 2020-2021, ils étaient à 12 défaites. Là, ce soir, Angers 13. Et puis le CA Paris. Ça nous oppose, Étienne, car le CA Paris, c'était en 33-34. Vous étiez déjà à l'époque titulaire dans ce club. Vous aviez concédé 12 défaites de rang dans ce championnat. Voilà. Et comme cette saison-là, c'est vrai que j'étais titulaire, ça je m'en souviens assez bien, mais c'est quand même assez lointain. Je pensais qu'on avait fait que 11 défaites de suite. Non, c'est 12. On oublie des fois. Hein. C'est 12. Vous avez perdu contre Juvisy, je m'en souviens. Nous avions encore les images. Sur Angers, juste. Ouais, sur Angers. Ouais. J'essaie d'imaginer un vestiaire, donc t'es dernier à la trêve, et on largue tes 2 meilleurs joueurs. Ounani, Bouffal. Voilà, donc après, t'es comme si on avait confiance en. Donc j'essaie d'imaginer les mecs apprenant ça, sans qu'il soit jamais question de les remplacer. Donc si la direction elle-même fait une croix sur la saison, ça va pas être surtout dans une saison à 4 décembre, je pense qu'ils ont fait une croix. Ils ont fait une croix assez vite, et plusieurs. Ibrahim Niane vient d'arriver. Méfiez-vous, mes amis, nous n'avons pas dit notre dernier mot.